Le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s'est ouvert hier jeudi à La Haye et se poursuit ce vendredi. Cette deuxième journée d'audience doit permettre au bureau de la procureure Fatou Bensouda d'achever son propos liminaire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est à Addis Abeba en Éthiopie pour prendre part au 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. Il a échangé avec Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, la conseillère Afrique du président François Hollande et le conseiller Afrique du premier ministre japonais. Plus de 100 hectares de culture et une trentaine d'hectares de forêts de teck ont été ravagés par les feux de brousse à Nzinkro dans la sous-préfecture de Konefla dans le département de Saint-Franc. On en parle dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s'est ouvert hier jeudi à La Haye et se poursuit ce vendredi. Cette deuxième journée d'audience doit permettre au bureau de la procureure Fatou Bensouda d'achever son propos liminaire. Son substitut prendra la parole. Viendra ensuite le tour de la représentante des victimes. Les équipes de défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé interviendront lundi prochain. Alexis Ouedraogo. Pour ce deuxième jour de procès, c'est Eric McDonald, substitut de la procureure, qui prend la parole. Il s'attarde sur le premier événement mis en avant par l'accusation vivement réprimée par le pouvoir Gbagbo, la manifestation des pro-Ouattara autour de la RTI entre le 16 et le 19 décembre 2010 et la marche des femmes pro-Ouattara à Abobo le 3 mars 2011. Le substitut de la procureure présente les preuves compilées dans les dossiers et quelquefois pour étayer ses propos fait lire des vidéos. Plusieurs témoins sont annoncés à la barre. Des témoins, il faut le rappeler, dont la sécurité est assurée par la CPI pendant le procès. Lundi, ce sera au tour de la défense d'être à la barre. Ouvert jeudi, le procès a débuté par la lecture des charges portées à l'encontre des deux accusés, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui ont tous deux plaidé non coupables. L'ancien président ivoirien a été remis à la CPI le 30 novembre 2011. Le 12 juin 2014, la chambre préliminaire a confirmé à la majorité 4 charges de crimes contre l'humanité, meurtre, viol et autres actes inhumains. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier jeudi pour Addis Abeba en Éthiopie pour prendre part au 26e sommet ordinaire de l'Union africaine dont le thème est 2016, année africaine des droits de l'homme, avec une attention particulière pour les droits des femmes. Jérôme Kofi Abolé. Son avion le transportant d'Abidjan à Addis Abeba s'est immobilisé aux environs de 19h50 heure locale, soit 3 heures de moins en temps universel à l'aéroport international Bolé de la capitale éthiopienne. À sa descente de l'appareil, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est accueilli par plusieurs personnalités éthiopiennes et ivoiriennes, aussi bien administratives que civiles. Personnalités que le chef de l'État ivoirien a tenu à saluer les unes après les autres avant de regagner le salon d'honneur. Il y a pris au moins un quart d'heure pour situer les journalistes sur les enjeux des rencontres qui justifient sa présence à Addis Abeba. Le 26e sommet ordinaire de l'Union africaine et la 24e session du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, avec divers sujets, notamment ceux portant sur la question du genre. Nous sommes à Addis effectivement pour le 26e sommet de l'Union africaine. C'est un sommet important. Comme vous le savez, le thème concerne les droits de l'homme, particulièrement axé sur les femmes, parce qu'il faut faire la promotion du genre. Et tout le monde y croit et c'est l'occasion pour l'Afrique de s'approprier cette question et de faire la démonstration également que nous sommes pleinement engagés dans la politique du genre et bien sûr le respect des droits de l'homme. Nous avons également le MAEP. C'est une occasion pour nous de venir présenter à nos pairs l'évolution de la situation donc, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accomplit une des meilleures performances au monde, la meilleure performance en Afrique, avec le taux de croissance, le taux d'inflation, le taux d'endettement, bien sûr les infrastructures sociales, la réduction de la pauvreté. Et donc nous serons fiers de présenter à l'Union africaine comment notre pays a évolué
au cours des 4 dernières années. Le président de la République a par ailleurs dit toute sa joie, la joie d'être à Addis Abeba pour toutes ces rencontres censées permettre aux États africains de faire face efficacement aux différents défis, comme par exemple celui du terrorisme. Arrivé à Addis Abeba en Éthiopie, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, la conseillère Afrique du président français François Hollande et le conseiller Afrique du premier ministre japonais Jérôme Kofi Abolin, notre envoyé spécial à Addis Abeba. Elle est la première personnalité à être reçue par le président de la République Alassane Ouattara à son hôtel à Addis Abeba. Hélène Le Gall, en sa qualité de conseillère pour l'Afrique du président français François Hollande. Au centre des entretiens, la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, les perspectives économiques en Côte d'Ivoire et la question du terrorisme. Avec le président de Côte d'Ivoire, nous avons parlé des relations bilatérales franco-ivoiriennes et notamment des perspectives dans le domaine économique. Et puis nous avons aussi fait un tour d'horizon des situations politiques dans la région, en Afrique de l'Ouest. Nous avons également parlé des risques terroristes qui nous touchent tous aujourd'hui, aussi bien en Europe qu'en Afrique, et sur lesquels il faut être très vigilant. Le président ivoirien m'a expliqué qu'il avait pris des mesures afin de renforcer la sécurité à Abidjan, et ce qui est important notamment pour les investisseurs qui souhaitent venir dans votre pays. Après la conseillère pour l'Afrique du président Hollande, c'est le conseiller spécial du Premier ministre japonais qui a échangé avec le président Alassane Ouattara. Lui et le chef de l'État ivoirien ont parlé de la TICAD 6 prévue en août 2016 au Kenya et évoqué les relations bilatérales ainsi que les rapports entre le Japon et l'Afrique. J'ai parlé de TICAD 6 qui se tiendra en août cette année au Kenya. Et aussi, j'ai transmis le message de notre Premier ministre Shinzo Abe pour solliciter la coopération de M. le Président Ouattara pour le succès de TICAD 6. Je suis persuadée que nous allons organiser l'entretien entre M. le Président et notre Premier ministre Shinzo Abe pour renforcer la relation non seulement bilatérale et la relation japonais-africaine. Mais avant cet entretien, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara lui-même, s'est déplacé pour rencontrer dans le même hôtel son homologue du Libéria. Une visite de courtoisie, pour reprendre les mots du président Alassane Ouattara à l'issue de l'entrevue avec Ellen Johnson Sirleaf. Revenons en Côte d'Ivoire où Dramane Aïdara, le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail OIT pour la Côte d'Ivoire, a été reçu hier jeudi par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Il était accompagné pour l'occasion du ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré. L'OIT veut s'imprégner des dispositions et politiques d'insertion socio-professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Et toute autre chose à présent, la Côte d'Ivoire accueillera la 8e édition des Jeux de la francophonie à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Cet événement dédié à la jeunesse va réunir plus de 80 pays ayant en partage la langue française. Pour mobiliser les ressources financières et des partenaires, une signature de convention a eu lieu entre les comités nationaux et internationaux. On en parle avec Grace Kando. De 80 pays et 4000 jeunes seront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 pour les 8e Jeux de la francophonie. Pour le bon déroulement de cet événement, les comités nationaux et internationaux de ces Jeux ont coopté les deux organisations centrales du secteur privé en Côte d'Ivoire, le patronat et la Chambre de commerce. Ces deux structures ont pour mission la recherche et la mobilisation de ressources financières. Une convention a donc été signée entre les différents comités des Jeux de la francophonie et ces deux structures du secteur privé. Dans tout événementiel, des partenaires viennent donc dans le cadre de l'échange de visibilité à soutenir, à appuyer les Jeux. Nos attentes vont sur des mobilisations financières de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros. Faire en sorte que les entreprises
nationale puissent participer d'une manière ou d'une autre à ces Jeux-là et soit, je dirais, les porte-drapeaux de l'organisation de ces Jeux. Pour relever ces différents défis, les deux structures privées ont fait appel à une agence de communication. Faire en sorte que les annonceurs que nous avons ciblés puissent intégrer ces Jeux dans leur prochain budget. Les Jeux de la francophonie ont pour objectif, entre autres, de développer les échanges entre les pays francophones et faire la promotion des cultures de ces pays. Autre sujet dans cette édition, la commission électorale indépendante a organisé à son siège aux Deux Plateaux, ici même à Cocody, sa traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du personnel au président de l'institution, Youssouf Bakayoko. Moussa Koulibaly, Michel Digré. Deux défis se présentent à la commission électorale indépendante pour l'année 2016. Il s'agit de l'organisation du référendum constitutionnel et de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. C'est ce qui ressort de la première rencontre de l'année entre le président de la CEI et le personnel. Le scrutin présidentiel qui aura marqué l'année 2015 a été organisé dans les règles de l'art et a obéi aux conditions de transparence, de fiabilité, d'équité et d'inclusivité. L'année 2016, qui nous ouvre ses portes, nous présente un calendrier des plus chargés. Deux importants rendez-vous sont annoncés, à savoir le référendum constitutionnel et l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'année nouvelle se présente dès lors comme une année électorale dense qui nécessitera une fois de plus de vous toute votre expertise, l'engagement et la détermination dont vous avez fait jusqu'à présent preuve. Contrairement au scrutin législatif auquel vous vous êtes aujourd'hui familiarisés, l'organisation du référendum se présente comme un challenge nouveau. Les agents de la commission électorale indépendante se disent prêts à relever ces challenges. Youssouf Bakayoko leur a recommandé la solidarité au sein de l'institution tout en mettant en avant l'intérêt général de la nation afin de garantir un référendum et des législatives apaisées et crédibles. L'Holocauste qui rappelle l'extermination systématique par l'Allemagne nazie de 6 millions de Juifs d'Europe de 1939 à 1945 sous Hitler vient d'être célébrée. Une journée leur a donc été dédiée et c'est la journée du 27 janvier dernier. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a commémoré cette journée ici à Cocody en Côte d'Ivoire, donc à l'espace Event. Ben Toré, Alexis Ouedraogo. Près de 6 millions de Juifs, soit 75% de la population actuelle d'Israël, torturés, tués et brûlés vifs pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. L'acte est baptisé Holocauste. En souvenir aux victimes, une journée leur est dédiée tous les 27 janvier. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire appelle au respect de la dignité humaine pour éviter de telles atrocités. La violence, le non-respect de la dignité humaine et des droits de l'homme aurait pu occasionner la disparition du peuple juif. Et nous avons le devoir, à travers nos actes et nos propos, et de tous les jours, de nous engager à faire la promotion de la non-violence. L'histoire de l'Holocauste est intimement liée à celle de la création du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. L'institution onusienne est née en 1949 pour apporter une solution humaine à la crise. Le représentant du HCR en Côte d'Ivoire regrette que le monde n'ait tiré aucune leçon de l'histoire. La preuve, le génocide rwandais de 1994. Les signes précurseurs des génocides sont souvent les mêmes et presque toujours insidieux. Radiodiffusion de discours de haine, mouvements transfrontaliers importants de population. Tout autour de nous en Afrique, c'est des exemples qui sont d'actualité et démontrent que nous devons tous rester vigilants. La création du concept de génocide, la proscription de l'antisémitisme en Europe, la création de la CPI calquée sur le modèle du tribunal international pour juger les crimes nazis.
Des avancées obtenues à la suite de l'Holocauste. L'humanité ébranlée par cette extermination ne veut plus rien laisser impuni. Alexis Ouedraogo, le séminaire bilan 2015 de la Direction générale du Trésor se tient à Yamoussoukro. Il est question donc du bilan de 2015 et des perspectives au titre de l'année 2016. Kader Segodogo, RTI Boaké. Bilan 2015 à perspective 2016. Tel est le thème du séminaire initié à Yamoussoukro par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La cérémonie d'ouverture a été une occasion de dévoiler les notes encourageantes de l'année écoulée. Je puis citer, au titre de la mobilisation de ressources, les succès enregistrés par nos interventions sur le marché des capitaux qui nous ont permis de récolter un montant global de 1 389 milliards sur un objectif de 1 344 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 103%. Il est bon également de rappeler qu'au titre des recettes non fiscales, il a été recouvré 304 milliards sur un objectif de 228 milliards. On sait que le Trésor public a contribué énormément à faire de la Côte d'Ivoire en 2015 un pays à forte croissance économique, d'où la satisfaction du ministère de tutelle. Les efforts soutenus de l'ensemble des services du ministère et particulièrement du Trésor ont permis de réaliser de bonnes performances économiques avec un taux de croissance attendu de 8,5% en 2015, faisant de la Côte d'Ivoire l'un des pays à plus forte croissance économique au monde. La rencontre de Yamoussoukro est également une occasion pour la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique d'entrevoir les perspectives de cette année 2016. Des perspectives qui prendront en compte certainement les défis de l'émergence voulus par le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ensemble du gouvernement ivoirien. Un atelier relatif à l'élaboration du plan d'action national s'est tenu hier jeudi ici à Abidjan. L'idée est d'asseoir un système participatif de gestion des affaires publiques. Hugues Hervé Blé. Le partenariat pour un gouvernement ouvert, Open Government Partnership en anglais, est une initiative lancée en 2011 par 8 pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il vise à promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques par une plus grande responsabilisation des citoyens, la lutte contre la corruption et l'exploitation des TIC. Cette initiative est de portée multilatérale et vise à obtenir des engagements précis et concrets de la part des gouvernements en vue de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques. La Côte d'Ivoire s'est attelée à développer le processus de renforcement de la transparence par la prise de plusieurs textes. Je mentionnerai entre autres l'ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. D'autres actions ont été menées par le gouvernement allant dans le sens du respect des critères de l'OGP, notamment dans la transparence budgétaire, l'accès à l'information, la déclaration de patrimoine des élus et hauts fonctionnaires. Le plan d'action national en cours d'élaboration vient perfectionner le processus. La Côte d'Ivoire est de retour et surtout déterminée à jouer le rôle qui est le sien et qui lui sied, celui de modèle de développement et de stabilité politique et économique. La Côte d'Ivoire a été élue au partenariat pour un gouvernement ouvert lors du sommet de 2015 à Mexico. Nous vous le disions dans nos titres, plus de 100 hectares de culture et une trentaine d'hectares de forêt de teck ont été ravagés par les feux de brousse à Nzikro et nous sommes dans la sous-préfecture de Konefla dans le département de Saint-Fra. On en parle avec Amadou Ouattara Walter de RTI Boaké. 100 hectares de diverses cultures et une trentaine d'hectares de forêt de teck ravagés par les feux de brousse à Konefla dans le département de Saint-Fra. Malgré les campagnes de sensibilisation sur les feux de brousse en cette période d'harmattan en Côte d'Ivoire, la situation reste préoccupante.
À l'origine de ce triste événement, un foyer de feu parti du village de Nzikro. Cela suite aux activités d'un imprudent paysan. Paysan qui était en train d'extraire le vin de palme communément appelé Bangui, lorsqu'une flamme lui échappe. Avec le vent sec de l'harmattan, cette flamme se propage si rapidement pour devenir immaîtrisable. Aussitôt, 9 villages et plusieurs campements sont partiellement détruits. Le sous-préfet était en mission de sensibilisation et dès son départ, c'est ça que ce monsieur véreux est allé causer ce tort. Ce feu a ravagé pratiquement toutes nos cultures. Certaines personnes étant occupées même qui ont déterré les ignames pour qu'après ils vont mettre sur les granges. Tous ces ignames ont été brûlés. Désespérés, les communautés villageoises sollicitent de l'aide. Nous demandons au Conseil Café Cacao de venir à notre secours, de nous aider à avoir les nouvelles variétés café et cacao pour renouveler nos plantations. J'ai des enfants qui vont à l'école. Comment je vais faire pour que l'année qui vient, là, je vais gagner l'argent pour les pousser? Présent sur les lieux du sinistre, l'agent de l'ANADER de Kononfla revient sur les mesures préventives des feux de brousse. Il faut faire des pare-feux tout autour des plantations, même tout autour des villages. Pendant cette période d'harmattan, les fumeurs, qu'ils soient sûrs que le mégot est éteint. Bon, ceux qui extraient le bangui aussi, il faut vraiment faire très attention. Avec ces feux, ce sont plus de 4000 habitants qui sont ainsi impactés négativement. Le ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Conseil régional du Bélier, a annoncé de grands projets pour l'année 2016. Il s'agit entre autres de la réalisation de plusieurs forages pour renforcer la production en eau et également un vaste programme d'électrification dans la région du Bélier. Serge Kolia. La sous-préfecture de Kouebo, dans le département de Toumoudi, a accueilli la 3e session ordinaire du Conseil régional du Bélier à la place du marché où les populations, avec à leur tête la chefferie traditionnelle des Mbahan du Sud, étaient mobilisées. Le président du Conseil, le ministre d'État Ahoussou Jeannot, qui avait à ses côtés ses vice-présidents, et le préfet de région Assoumou André, a fait le point des actions menées et des actions à venir. Dans le département de Toumoudi, la sous-préfecture d'Angonda sera raccordée au réseau d'eau potable de Toumoudi. Kouebo bénéficiera aussi de la réalisation d'un forage pour renforcer la production d'eau. Dans le département de Djekanou, les villages de Bonikro, Abou Akakro 2, Tolakro auront l'eau potable. Ce vaste programme d'adduction d'eau potable touchera également le département de Tébissou où à Aouniansou Alaou, les travaux d'eau potable vont démarrer. Ngangoro et Passanou dans le département de Tébissou ne seront pas oubliés. Dans le Gokli, un fourrage sera fait à Nglobo pour alimenter les 12 villages de la tribu. En plus de toutes ces actions, le ministre d'État Ahoussou Jeannot a annoncé l'électrification de 70 villages dans le Bélier. Plusieurs travaux de voirie sont prévus dans la région dans le cadre du programme national de développement 2016-2020. Serge Kolia, 2 conventions de partenariat ont été signées dans les locaux du groupe de distribution Carrefour à Makori. C'était en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré. Objectif, offrir des emplois à la jeunesse ivoirienne. Hamza Diaby. Tout d'abord, une convention spécifique relative au programme d'aide à l'embauche entre l'Agence Emploi Jeunes et CFAO Retail Côte d'Ivoire. Puis, cette convention tripartite entre l'Agence Emploi Jeunes, CFAO Retail Côte d'Ivoire et des écoles de formation. Le tout pour offrir des centaines d'emplois aux jeunes de Côte d'Ivoire. Le partenariat qui se concrétise aujourd'hui permet de traduire en action les engagements pris par l'Agence Emploi Jeunes et CFAO Retails. La présente convention permettra le renforcement des capacités des jeunes diplômés, le développement de programmes d'aide à l'embauche, la requalification et le sponsoring de jeunes talents. Nous avons besoin de ressources de qualité, nous avons besoin de stagiaires et à terme, ces gens-là seront des gens qui seront susceptibles d'avoir un vrai emploi chez nous. Les responsables d'établissements concernés sont heureux de l'opportunité à eux offerte. Je prends la parole pour remercier et saluer cette initiative de CFAO Retail
qui démontre l'intérêt que l'entreprise accorde aux ressources humaines et particulièrement à l'emploi des jeunes. Cette convention nous permet d'orienter davantage nos formations et d'accroître l'employabilité de nos jeunes étudiants. Les élèves et les diplômés de ces écoles partenaires devront s'inscrire sur la plateforme technologique de l'Agence Emploi Jeunes qui procédera à la sélection des bénéficiaires de stages. Pendant 5 jours, une délégation de l'initiative École et langue nationale en Afrique a séjourné ici en Côte d'Ivoire, et cela dans le cadre d'une mission technique d'accompagnement pour la finalisation du plan d'action et de cadrage pour la mise en œuvre de l'initiative Élan Afrique Côte d'Ivoire. Les séances de travail ont eu lieu au cabinet du ministère de l'Éducation nationale et nous allons rester avec Hamza Diaby. La première phase de Élan Afrique, l'initiative École et langue nationale en Afrique, a été lancée en 2012. Elle s'achève cette année. 4 pays, Madagascar, le Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire, ont adhéré à la seconde phase qui est sur le point de démarrer. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, maître d'ouvrage de cette initiative, réalise des missions exploratoires et de cadrage dans ces nouveaux pays partenaires. Là où nous voulons travailler avec vous, c'est sur les aspects techniques de la mise en œuvre d'un programme d'enseignement bilingue français, langue nationale, où la Côte d'Ivoire va faire ses choix par rapport à certains aspects. Pour les participants à ces séances de travail, l'initiative est à saluer. Elle permettra, nous en sommes convaincus, à développer le système éducatif, car l'utilisation des langues nationales, tel que ça a été présenté par la coordinatrice, est vraiment un gage de réussite et ce qui est l'objectif principal. Déjà avec l'expérience de l'école intégrée, avec toute l'expérience que nous avons faite au projet Nord et avec l'ONG Savane Développement, nous avons une somme d'expérience que nous allons mettre à la disposition du ministère et pour faire avancer le projet. À l'issue de cette mission, il est attendu que la Côte d'Ivoire puisse planifier des actions en faveur de l'enseignement biplurilingue qui soient cohérentes et réalisables au regard de son contexte, de ses besoins et de ses moyens. Le ministre de l'Environnement, Lakwadio Rémy, a reçu à son cabinet des partenaires techniques et financiers relatifs aux résolutions de la COP21. Objectif, recueillir leurs propositions afin de présenter au gouvernement une stratégie concrète de lutte contre le réchauffement climatique. Ben Touré, Hamza Diaby. La bataille du fond vert gagnée à Paris reste la guerre de la mise en œuvre des résolutions de la COP21 dans les États vulnérables. La Côte d'Ivoire n'entend plus perdre de temps. Elle travaille sur une feuille de route afin de mieux lutter contre le réchauffement climatique. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, entouré de ses partenaires, prépare la riposte à l'échelle nationale. Nous avons initié un processus inclusif pour que toutes les parties présentes, non seulement à la COP21, mais tous ceux qui ne sont pas allés à la COP21 puissent s'approprier les résultats de l'accord de Paris, mais qu'ensemble, on puisse organiser la restitution de cette COP de Paris et proposer au gouvernement une feuille de route. Identification des thèmes de référence, des projets structurants, projets qui prennent en compte les priorités du développement, renforcement de capacité des acteurs. Lakwadio Rémy sollicite plusieurs intelligences pour que le réchauffement climatique perde du terrain. Cela permettra effectivement d'avoir des bons projets pour la Côte d'Ivoire qui pourront émarger à ce fonds vert et effectivement qui amplifieront la mise en œuvre de la feuille de route et de ce qu'on appelle l'INDC, la contribution nationale volontaire et déterminée de la Côte d'Ivoire par rapport aux engagements pris. Principale résolution de l'accord final, contenir le réchauffement sous le seuil des 2 degrés Celsius. Une victoire pour les 195 pays participants de la COP21, contrairement à Copenhague. L'Afrique, qui pollue peu, s'en sort avec une promesse de 100 milliards de dollars à mobiliser d'ici à 2020. Comment se fera la répartition entre États et sur quelle base? La question est encore sans réponse. Et nous allons terminer avec cette information. 2 journalistes du quotidien Le Monde, Jean-Philippe Rémy et Philippe-Édouard Amou, ont été arrêtés hier jeudi au Burundi par la police de ce pays alors qu'ils rencontraient des membres de l'opposition. La France demande aux autorités burundaises de les libérer immédiatement. Et c'est la fin de cette édition supervisée par Victorine Yao Yobwe. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.